Bonsoir. Le débat sur le troisième mandat, plus que jamais d'actualité en Afrique, avec les récents développements en Guinée et en Côte d'Ivoire. Après des jours d'attente, les Ivoiriens sont finalement édifiés. Le président Alassane Ouattara sera bel et bien candidat à la présidentielle d'octobre, évoquant un cas de force majeure après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était choisi pour défendre les couleurs du RHDP. Son homologue guinéen Alpha Condé, lui, dit avoir pris acte de son investiture à la présidentielle par son parti, malgré des manifestations meurtrières de l'opposition. Le président guinéen pourrait lui aussi se prononcer incessamment. Pourquoi le débat sur le troisième mandat continue-t-il de se poser en Afrique? Qu'est-ce qui explique la longévité au pouvoir? Faut-il se défaire de la limitation des mandats? Réponse au cours des 30 prochaines minutes. En Guinée, le président Alpha Condé a officiellement fixé la date de la présidentielle au 18 octobre, une élection à laquelle il pourrait bien participer s'il accepte la nomination de son parti, le RPG. L'opposition, elle, est vent debout contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. C'est un reportage à Conakry de Zakaria Kamara. La réponse du président guinéen était attendue à la clôture de la convention de son parti. Dans son discours, Alpha Condé a à plusieurs reprises fait un clin d'œil aux militants analphabètes du RPG, selon ses mots, aux jeunes, mais aussi aux femmes. Désigné candidat du RPG Arc-en-Ciel à l'élection présidentielle à venir, Alpha Condé ne dit pas non, il dit avoir pris acte et pose des conditions. Alors, si nous sommes d'accord que les 6 prochaines années doivent être consacrées à l'émancipation des femmes, je prendrai acte. Si nous sommes d'accord que les prochaines 6 années doivent permettre à la jeunesse guinéenne non seulement d'être maîtresse de son destin, de maîtriser le savoir et d'être un exemple pour les pays africains, oui. Mardi 4 août, les députés de la majorité parlementaire ont déclaré avoir choisi Alpha Condé candidat du parti au pouvoir. Une annonce qui a fait réagir certains Guinéens. Ce qui surprend, voire choque, c'est bien le cadre que ces députés ont choisi pour appeler Alpha Condé à être candidat à un troisième mandat. Figurez-vous, c'est l'hémicycle, le Parlement, la représentation nationale. C'est une institution normalement neutre qu'un parti politique, fût-il le parti au pouvoir, ne peut pas accaparer pour lancer ce genre d'invite. Parmi les candidats déclarés, Makale Camara, ancienne ministre, ancienne diplomate, veut éviter la politique de la chaise vide, entend mettre dans la balance sa longue carrière. Personae intuiti, je vais aux élections présidentielles, quel que soit le cas de figure, parce que la politique de la chaise vide laisserait facilement, n'est-ce pas, la place à ceux qui veulent, qui continuent de gouverner la Guinée comme si c'était une chose privée, alors que la Guinée nous appartient tous et que c'est la voix du peuple qui est prépondérante, parce que c'est le peuple seul qui est souverain. C'est le 18 octobre prochain qui est choisi par la CENI pour le premier tour de la présidentielle guinéenne. Dans la nouvelle constitution contestée par une partie des Guinéens, le mandat présidentiel passe de 5 à 6 ans. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Voilà, merci beaucoup Zakaria pour ce reportage. Et maintenant pour le débat, nous avons 3 invités. À New York, Mamadou Diouf, historien et professeur à Columbia University. À Dakar, Mathias Umpe, politologue, administrateur du programme Gouvernance à OSIWA, l'Open Society for West Africa. Et à Paris, Louis Magloire Koumayo, journaliste et président du Club de l'information africaine. Merci à tous d'être avec nous. Et je démarre avec vous, Mathias. Le troisième mandat, source de tension en Côte d'Ivoire et en Guinée. On est en 2020, mais pourquoi ce débat semble revenir à chaque cycle électoral ici et là en Afrique? Donc, je disais, comme vous le savez, nous avons, pour la plupart des pays africains, repris avec l'expérience ou les expériences de démocratisation vers la fin des années 80, début des années 90.
Naturellement, nous avons tous adopté des constitutions qui ont mis en place, n'est-ce pas, les cadres institutionnels et légaux supposés aider à faire fonctionner la démocratie. Mais je pense que nous avons un retard dans la dimension de la culture politique qui fait que nous accompagnons ces institutions et ces règles avec les attitudes et les comportements qu'il faut. C'est ainsi donc que nous continuons de voir dans nos pays qu'il y a des leaders qui pensent que sans eux, leurs pays ne peuvent pas fonctionner. Et donc, ce qu'ils font, c'est à travers la capture des institutions de l'État, ils font des ajustements artificiels, n'est-ce pas, du cadre juridique, de façon à donner le sentiment qu'ils ont toujours les moyens de revenir d'être candidats. Et c'est ça que nous observons. Toutes les fois que vous avez un président qui finit son second, et normalement, constitutionnellement, second mandat, il y a toujours cette tentative réussie et parfois non réussie selon les pays. Alors, Mamadou Diouf, ce débat semble se poser particulièrement dans les pays francophones, même si au Niger récemment, le président Issoufou a refusé de répondre à l'appel de certains de ses partisans. Est-ce qu'on peut poser le débat en ces termes, anglophone, système anglophone contre système francophone? On peut effectivement, mais en le faisant, on aura tendance à généraliser des choses qui ne sont pas généralisables. Mais il est vrai que, si vous voulez, l'organisation institutionnelle et les systèmes politiques qui sont issus de la colonisation britannique semblent laisser beaucoup plus d'espace à des manifestations qui sont des manifestations partisanes et des manifestations contrôlées. Alors que dans le système francophone, contrairement à ce qu'on pense, ce qui se passe aujourd'hui, dans ce qu'on a appelé des démocratisations issues des ouvertures des années 80, ce qui est resté, c'est la compréhension de la Constitution. Justement, Louis Magloire, est-ce que les dirigeants qui changent leur constitution ne parient pas un peu sur une certaine lassitude du public et de l'opinion publique qui se dit que finalement tous les politiciens sont pareils et qu'ils ne méritent pas qu'on se sacrifie pour eux? Est-ce qu'ils ne profitent pas un peu de cette situation? La question qui est posée avec ces changements de constitution et ces crises liées au changement de constitution, c'est la question de l'état de droit, tout simplement. Nous avons aujourd'hui en Afrique une crise qui est due au fait que l'état de droit reste un état importé. C'est une greffe qui a du mal à prendre et qui a d'autant plus de mal à prendre qu'il y a eu de très mauvaises habitudes qui ont été prises au moment des indépendances et durant toute la période qui a précédé la fin de la guerre froide, qui était que quand on appartenait à un camp qui était fort, même si on était une crapule, on était la crapule d'un camp et on était soutenu par ce camp-là. On pouvait rester au pouvoir aussi longtemps que possible, tant qu'on remplissait les conditions qui étaient celles du camp auquel on appartient. La chute du mur de Berlin a changé la donne. Elle a obligé la plupart des États africains à passer au pluralisme politique. Et c'est là où je parle de greffe qui n'a pas pris, parce que la plupart de ces États, ils sont allés à marche forcée. Il y avait la marche de l'histoire, il y avait également la volonté du peuple, qui y ait davantage d'alternance. On a forcé la main au régime. Ils s'y sont pliés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais dès qu'ils ont eu la possibilité de pratiquer le fétichisme de la Constitution et donc d'arriver par la voie des réformes constitutionnelles à reprendre d'une main ce qu'ils avaient donné de l'autre, ce qu'on leur avait arraché dans l'autre main, ils n'ont pas hésité à utiliser cet outil-là pour se pérenniser au pouvoir. Et donc aujourd'hui, nous atteignons les limites de ce système-là et les populations expriment leur ras-le-bol, ce qui est parfaitement légitime. Alors, Mathias, beaucoup de ces dirigeants étaient opposants à un certain moment et quand ils arrivent au pouvoir, certains, en tout cas au niveau de l'opinion, pensent qu'ils ont changé. Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui crée ce recul de cette classe, disons, de cette opinion publique qui préfère juste laisser faire? Disons que la manière dont la politique fonctionne, vous avez la classe politique qui est souvent, lorsque l'espace est un peu ouvert,
comme dans tous les pays qui tentent un peu la démocratie libérale, la classe et l'élite qui est divisée en deux groupes. Vous avez ceux qui sont au pouvoir à un moment donné, ceux qui sont dans l'opposition. Et c'est un jeu qui se fait entre eux pour prendre la place de l'autre. Et on tient le discours qui va avec ce jeu. Donc tous les discours qui tiennent lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir sont des discours adaptés au fait qu'ils cherchent les moyens d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, vous réécoutez Ouattara quand il était dans l'opposition, vous réécoutez Soro Guillaume quand il était dans l'opposition, vous réécoutez Gbagbo, vous allez voir qu'ils sont en train de faire le contraire de tout ce qu'ils défendaient au moment où ils étaient dans l'opposition. Parce que c'est juste un jeu pour eux pour jouer la chaise musicale au niveau politique. Alors, professeur Mamadou Diouf, je veux revenir sur cette question disons, de l'après-pouvoir, la vie après le pouvoir. Pourquoi avoir peur forcément de l'après-pouvoir quand on sait que la classe politique en Afrique a quand même souvent réussi à garantir une paisible retraite à d'anciens présidents, même dans des pays avec des turbulences politiques comme le Burundi? Mais parce que c'est la nature de l'exercice du pouvoir et en fait les manières et les instruments qui sont utilisés, soit pour rester au pouvoir, soit pour entretenir un système qui est la plupart du temps un système colonial. Mais je voudrais aussi dire que contrairement à ce qu'on croit, les Africains, durant la période coloniale, juste après la période coloniale, pendant une dizaine d'années, il y a eu un pluralisme très actif dans les sociétés africaines. Il y a eu des prises de conscience et des batailles politiques qui étaient très, très, très bien organisées. En fait, le parti unique émerge la plupart du temps, disons, 5 années après l'indépendance, au milieu des années 60. Les Africains ont payé un lourd tribut pour s'organiser politiquement. Et ils ont continué à se battre. Et ce ne sont pas seulement, contrairement à ce qu'on croit, les intellectuels, mais aussi les gens ont utilisé des ressources ethniques, des ressources politiques pour avoir droit au chapitre. Et ça, ce qu'il faut dire, ce qu'on vit aujourd'hui est aussi le produit de batailles qui ont été menées dans les années 80 et 90 par les sociétés africaines pour s'ouvrir et s'organiser démocratiquement. Dans certains pays, pendant un certain temps, ça a marché. Alpha Oumar Konaré n'a pas essayé de rester au pouvoir. On oublie que le Cap-Vert continue d'avoir un système qui est un système ouvert. Donc, il y a des éléments qui sont des éléments importants. Troisième chose importante, il y a quand même, par exemple, on a souvent tendance à dire la démocratisation en Afrique est liée au fameux discours de Mitterrand de la Baule. Mais ce n'est pas vrai. Le discours de la Baule a essayé de capturer ce que les gens essayaient de faire et de contrôler le processus démocratique. Il ne l'a pas. Ils ont un peu anticipé, le discours de Baule a anticipé, le discours de la Baule a un peu anticipé sur ce qu'on entrevoyait déjà, c'est un peu ça? Donc le discours de la Baule a essayé de retenir les Africains et d'organiser la démocratisation de telle sorte qu'elle bénéficie à la France. Parce que la France, aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire que les Français continuent à parler de toute une série de choses, que nous continuons à parler du rôle de la France, mais sur ces crises qui vont faire exploser l'Afrique de l'Ouest, la France n'intervient pas. Dans le débat, pas politiquement, mais qu'est-ce que cela veut dire d'avoir des systèmes où la chose la plus simple, c'est le respect des constitutions. C'est tout simplement de dire, on a une constitution, il faut la respecter. Si on ne veut pas la respecter, il faut organiser sa révision. C'est aussi simple que ça. Mais l'idée même de continuer à parler d'un possible troisième mandat, c'est ça l'hérésie. Et nous, Africains, nous devons sortir de ça. Nous devons arrêter ce faux débat.
D'accord. Justement, Louis Magloire, pour parler un peu de changement de constitution, ces changements sont souvent utilisés pour, comme on le dit souvent, remettre les compteurs à zéro. Comment est-ce que la classe politique et la société civile peuvent-elles arriver à un consensus pour que les changements constitutionnels soient l'exception? Il faut sortir du fétichisme. Je pense que l'on soit en Afrique anglophone, en Afrique francophone, en Afrique lusophone ou même dans le monde maghrébin, il faut considérer que les pays africains sont d'abord des pays africains avant d'être des pays de langue d'expression française, anglaise, arabe ou tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, le plus mauvais service qui a été rendu à la démocratie africaine, ce sont deux choses. La première, c'est qu'on a fait un copier-coller des systèmes constitutionnels des anciennes puissances coloniales. Et puis de deux, on a considéré qu'il suffisait d'avoir à la fois le pluralisme et l'alternance, certainement d'être un bon élève de la démocratie. Pourtant, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est également une culture politique. Ce sont des partis politiques qui jouent leur rôle, qui sont aux côtés des populations. Or, aujourd'hui, le combat reste un combat pour l'homme providentiel. Et donc, l'homme providentiel, comme en Côte d'Ivoire, considère qu'il doit encore remettre une pièce dans la machine pour garantir la paix, la sécurité, et que c'est même un sacrifice pour lui. Ce n'est pas normal qu'il en soit ainsi. Et je pense qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à bâtir un consensus sur ces choses-là pour que une solution soit trouvée. S'il est question de faire 2 mandats de 7 ans ou même un mandat de 14 ans, qu'on s'entende là-dessus et qu'on trouve le système de l'état de droit et le système des institutions solides fonctionne. Parce qu'au-delà des hommes, ce qui est en jeu ici, c'est la qualité et la solidité des institutions qui permettent à l'État d'être pérenne. Ce système-là, aujourd'hui, reste très bancal, malheureusement, dans la plupart de nos pays. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Chibwana chimalata, chibwana chimalata, ukakhala pabwino oyipa pamayitana. Chibwana chimalata, ukakhala pantchito ulova umakodola. Chibwana chimalata, ukakhala pabanja umbeta umayitana. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités à New York, professeur Mamadou Diouf, historien, donc professeur à Columbia University. À Dakar, Mathias Umpe, politologue, administrateur du programme gouvernance à OSIWA, l'Open Society for West Africa. Et à Paris, Louis Magloire Koumayo, journaliste et président du Club de l'information africaine. Avant de revenir à vous, messieurs, je voulais juste lire quelques commentaires de téléspectateurs qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Sirad Idrissa Issa à Djibouti qui écrit « Nous avons copié les constitutions occidentales, notre système de chefferie s'impose, donc il est temps de développer une démocratie et une constitution à l'africaine. » Nous avons Tabitha Zolo à Kinshasa. Il dit l'Afrique a fait le copier-coller de la mode de gouvernance occidentale et pourtant il devrait plutôt réfléchir pour l'adapter à sa culture et aux réalités du terrain. La problématique des troisièmes mandats prouve que la démocratie à l'occidental, telle qu'appliquée en Afrique, est indigeste. L'Africain a la culture de la royauté inscrite dans son ADN. Chasser le naturel, il revient au galop. Et puis Alphonse Mbouaki, toujours à Kinshasa, écrit « Le débat sur le troisième mandat continue de se poser
car certains hommes politiques peinent à s'intégrer dans la culture de l'alternance démocratique. Voilà, donc beaucoup de réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Je reviens vers vous, Mamadou Diouf. Cette idée de constitution inspirée de l'Occident et qui ne serait pas adaptée aux réalités africaines revient souvent. Hein. C'est légitime de poser le débat en ces termes ou bien? Mais c'est tout à fait illégitime. Vous savez, la démocratie, elle n'est pas occidentale. Elle n'est pas née avec des cultures occidentales. La démocratie, c'est une bataille des populations au cours de l'histoire pour s'ouvrir des espaces d'expression et des espaces de liberté. Et c'est pour cela que la Constitution, quand on regarde la production constitutionnelle, elle est intéressante pour ça. En Occident, et l'Occident français est très connu. Si vous regardez la Constitution française, elle est née dans un contexte révolutionnaire. Et ce contexte révolutionnaire est un contexte dont le point principal est la défense, si vous voulez, du citoyen et les libertés citoyennes. Si vous regardez la Constitution américaine de 1787, une constitution, comme disent les historiens américains, qui marche automatiquement, c'est aussi le produit de cette bataille citoyenne. Et c'est pour ça que, par exemple, si on s'inscrit aujourd'hui dans le système américain, on voit très bien que les choses sont différentes. Les constitutions africaines sont le produit de l'élite. Et l'élite l'utilise pour ses intérêts. Et on dit, oui, on a des institutions, mais on n'a pas la culture. Vous savez, ici, aujourd'hui, aux États-Unis, la discussion tourne autour de quoi? On a la culture démocratique, mais on n'a pas les institutions, en particulier en termes de bataille contre le racisme. Donc aujourd'hui, ici, comme ils disent, c'est le politique qui est important, c'est la politique et les institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité a des capacités de réception et de production d'une métaculture qui permet de porter les cultures locales, de les intégrer, mais qui crée un espace, qui est un espace humain, un humanisme qui peut, dans la plupart des cas, remettre en cause, si vous voulez, les règles qui sont les règles traditionnelles. Vous savez, les sociétés africaines reposent sur deux règles. La règle de la génération et la règle du genre. Et ce sont des règles totalement antidémocratiques. Retourner à des traditions africaines, c'est de plonger dans des systèmes qui sont des systèmes totalement inégalitaires. Donc, retravailler les apports, ce que Senghor a appelé la symbiose, c'est ça qui est important. Il faut qu'on recrée une identité africaine, mais une identité africaine dans le temps, pas autre. D'accord. Alors, Mathias Oumpe, au vu de tout cela, faut-il se défaire de la limitation des mandats ou alors prendre, disons, la proposition qu'évoquait Louis Magloire d'un mandat plus long, 10 ans, 14 ans? Disons qu'avant de répondre à ça, je voudrais rebondir sur l'intervention du professeur Diouf, dire que je suis aussi de ceux qui pensent que nos constitutions, nos cadres de fonctionnement de nos systèmes politiques devraient être une sorte de conjonction en partie de l'universel. L'universel qui est là, comme elle l'a dit, c'est un patrimoine humain auquel nous appartenons nous tous et qui doit aussi avoir un contenu local. Et que sur le continent, vous avez des pays dont les constitutions ne sont pas des copies-collées. Et vous avez des pays qui fonctionnent relativement bien suivant certaines dimensions. Je donne juste un exemple et puis je reviens à votre question. Vous prenez un pays comme le Bénin. Entre 60 et 72, ce pays n'a pas pu fonctionner démocratiquement. Et on connaissait où étaient les causes de cette instabilité politique. Entre 72 et 90, ça a été un système autoritaire militaro-marxiste, de violation massive des droits de l'homme et tout. Entre 60 et 72, il n'y a pas une seule législature qui ait fini son mandat.
Vous savez que la constitution du Bénin d'aujourd'hui, qui a été modifiée l'année dernière, mais qui a été adoptée en 90, a fait que l'instabilité qu'on a connue en 60 et 72 n'existe plus. La violation massive des droits de l'homme n'existe plus. Même si on rencontre des difficultés au Bénin par rapport à la démocratie et tout. Et ça, c'est le fait que ceux qui ont régi cette constitution ont pris conscience des difficultés que nous avons traversées et les ont intégrées dans la constitution. Donc je pense qu'en Afrique, parfois, on est trop sévère envers nous-mêmes dans la manière dont on se juge. Ceci étant dit, venons maintenant à la question de la limitation des mandats. Vous savez, moi, mon avis sur cette question est que la limitation des mandats n'est pas juste quelque chose, comme quand vous connaissez, pour le peu que je sais de la politique, ce n'est pas quelque chose qui est juste placé parce qu'on veut fixer une durée. C'est un mécanisme qui est mis en place pour inciter ceux qui ont le pouvoir à adopter un certain nombre de comportements que je vais citer. On veut que vous gériez le pouvoir avec modération, c'est-à-dire que vous n'abusez pas du pouvoir qu'on vous donne. On veut que quand vous êtes au pouvoir, vous ayez envie d'utiliser le pouvoir pour faire du bien. On veut que vous utilisiez le pouvoir dans la justice. Mais pour que vous ayez ces mécanismes-là, pour que vous ayez ces incitations, il faut des mécanismes. Le simple fait de dire que votre mandat est renouvelable, c'est une manière de vous rappeler qu'au moins pendant votre premier mandat, vous savez que vous retournerez devant les citoyens. Et donc, vous faites attention à ce que veulent les citoyens et c'est supposé vous inciter à vouloir travailler pour les citoyens. Le fait de savoir que vous ne restez pas à vie au pouvoir vous incite à avoir de la modération parce que vous savez qu'un jour, vous ne serez plus au pouvoir et que vous serez comme un citoyen ordinaire, on pourra vous traiter avec injustice, etc. Et donc, il faut qu'on conçoive la durée du mandat, le nombre de mandats comme des mécanismes pour inciter les acteurs politiques qui dirigent à adopter des comportements. Et c'est sur cette base maintenant qu'on peut savoir les questions de durée, etc. D'accord. Louis Magloire, si on supprime la limitation des mandats ou qu'on accorde des mandats plus longs, est-ce que cela ne va pas renforcer la longévité, la longévité au pouvoir ou même l'absence d'alternance quand on sait que la légitimité des systèmes électoraux est souvent évoquée et contestée souvent par l'opposition? Ça va être difficile d'avoir des alternances politiques si on adopte une de ces deux méthodes. Mon point de vue sur la question, c'est que alternance ou pas alternance, limitation de mandat ou pas, les politiciens resteront très créatifs pour contourner les règles. Ce qu'il faut, c'est que, au-delà d'avoir du pouvoir, un pouvoir fort, il faut des contre-pouvoirs aussi forts que le pouvoir qui est en place, afin que le jeu démocratique soit le plus fair-play possible. Si ce n'est pas le cas, il y aura un déséquilibre et forcément, ce déséquilibre sera en la défaveur des populations. Et c'est contre cela qu'il faut se battre. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est un bal de complexité sur le continent. C'est-à-dire que nous voulons nous comparer aux démocraties du monde occidental ou nous justifier par rapport à ces démocraties-là. C'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. La charte du Mandé a existé avant même que la Déclaration universelle des droits de l'homme existe. Quand vous comparez les démocraties occidentales, vous avez des monarchies comme la Grande-Bretagne, qui est une grande démocratie. Vous avez... Dans la réalité aujourd'hui, cette démocratie qui date de longtemps, vous parlez de la charte du Mandé, on parle du Fouta, mais dans la réalité aujourd'hui, elle est un peu différente. C'est comme si on ne l'avait pas avant les Occidentaux dans la pratique. Je pense que nos sociétés ont été à un tel point, ont été déstructurées à un tel point qu'aujourd'hui, il y a une vraie perte de repères qui s'est opérée dans les sociétés et que les gens n'ont pas la capacité d'aller chercher en eux les moyens pour construire une démocratie endogène. Or, c'est là que nous devons aboutir. Une démocratie qui est le produit de tout le vécu de la société et qui garantit les intérêts bien compris de toutes les composantes de ces sociétés-là. Voilà. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.